J'avais très peu de sujets. Je les ai trouvés très jeunes, comme cela arrive très souvent, c'est ça. Et ensuite, je m'en suis tenu à eux, et j'ai essayé de les reprendre, de les développer, de les adapter à la forme cinématographique. Et vous étiez devenu forcé à devenir votre propre producteur pour cette série de films, ou de participer à la production. Producteur est un mot bien grand. Oui, parce que j'allais avec une caméra qui m'avait été prêtée à la main, et une bobine de pellicule dans ma poche. Je dis une parce que ça se tournait de bobine par bobine, une bobine de 30 mètres. Bon. On allait dans la rue, et puis on appuyait sur le ressort, parce que c'était un ressort, c'était même pas une caméra. Non, mais alors... À ce moment-là, on ne peut vraiment pas parler de production, et je ne savais pas où j'allais, je ne savais même pas si jamais ce film pourrait passer dans une salle. La collectionneur est un film dans lequel je n'ai pris qu'une prise, et j'ai utilisé comme pellicule ce qu'en général on utilise pour un court-métrage. Et je voulais le faire aussi en 16 mm, mais en 16 mm couleur, car c'est un film que je voyais en couleur. Mais à ce moment-là, Nestor Almendros, avec qui je tournais mes films en 16 depuis le sketch de Paris vu par. Bon, c'est-à-dire, j'avais pas tourné avec lui, ni Suzanne, ni la boulangère, mais j'avais fait quelques films pour la... Éducatif avec lui, c'est ça. Nestor Almendros me dit, il vaut mieux le faire en 35, ça ne coûtera pas plus cher, ça sera tellement mieux. Alors j'ai un peu hésité, j'ai dit que 35, si on s'en en 35, ça va être à ce moment-là, bon, le cercle vicieux, on n'en sortira pas, tout va être plus cher. Il me dit non, faisons-le en 35, on peut trouver une caméra 35 à bon compte, et on utilisera très peu de pellicule. Mais à ce moment, la pellicule nous était si précieuse que, contrairement à ce qui se fait, en général, on donne le signal, on dit moteur, hein, et l'annonce, et puis partez. Moi, c'était le contraire. On disait à l'acteur, partez, et ensuite, je touchais, quand je voyais que c'était bien, je touchais l'opérateur pour qu'il appuie sur le bouton. En ce qui concerne la collectionneuse, c'était une histoire que j'avais écrite il y a très longtemps, disons, peut-être même avant 1950, c'était extrêmement ancienne. Et je n'ai gardé que l'armature, et en particulier cette histoire du vase chinois. Mais j'ai complètement changé les personnages. Les personnages, bon, je les ai, dans mon film, je les ai conçus en fonction des personnes qui ont tourné. Et ces personnes que j'ai tournées, je les ai prises parce que je les avais sous la main. C'est des amis de Barbet Schroeder, qui sont des personnes dont la personnalité, précisément, m'a énormément intéressé. Et aussi bien les deux garçons que Haïdé. Et j'ai pensé qu'on pouvait les faire entrer dans cette histoire. Alors, j'aurais raconté l'histoire. Mais évidemment, s'ils devaient entrer dans cette histoire, ils devaient la modifier un peu. Alors, il y en avait un dont le rôle était difficile à modifier. C'était le narrateur, Patrick Beauchot. Alors, à ce moment-là, eh bien, son personnage est conçu entièrement par moi et son texte est écrit par moi. Il a très peu collaboré à son texte et il a tenu aussi à changer son prénom. Il s'appelle Adrien dans l'histoire. En revanche, le personnage de Daniel Pomerol, qui était beaucoup plus flou, a pu complètement s'intégrer à l'histoire, et à ce moment, c'est devenu vraiment Daniel Pomerol. Et Daniel Pomerol a dit des choses qu'il dit lui-même dans la vie. Il parle de la peinture, il parle des femmes, exactement comme il en parle dans la vie. Et j'ai trouvé ces textes si intéressants que je me suis dit, eh bien, à ce moment-là, gardons-les tels qu'ils sont. À ce moment-là, c'est le cinéma à vérité, absolument. Et en ce qui concerne alors Haïdé, son personnage, ça a été un peu plus complexe. C'est-à-dire, son personnage est entré avec une certaine difficulté. Elle s'est toujours défendue d'être une collectionneuse, non? Mais c'est ça qui était amusant, précisément.
parce que dans le film, elle s'en défend aussi. Et nous avons beaucoup parlé. Et sa façon de parler, ses mots, son langage entrent dans le film. C'est-à-dire, dans ce film, j'utilise le langage de mes acteurs. Les personnages ont le langage même des acteurs. Je veux revenir aussi conte Moreau, puisque le numéro 6, parce que, bon, c'est anecdotique le fait que vous avez conçu le premier, le dernier, puis mais j'aimerais un peu que vous nous expliquiez les relations de ces 6 films. Oui, alors les contes Moreau sont écrits comme des variations sur un même thème. En fait, compte, ils sont écrits avant que je n'ai su qu'il serait une variation. J'ai découvert à leur lecture, plus exactement, qu'on pouvait retrouver un même thème, qui était tout simplement, quand un garçon est à la recherche d'une fille, il en rencontre une autre, oui, il passe le temps du film, et tout à fait à la fin du film, il retrouve la première, et finalement il s'aperçoit que c'est vraiment la première qu'il cherchait et qui l'intéressait. Et c'est le sujet de tous les contes Moreau. Mais dans tous ces contes Moreau, il est évident que la personne qui intéresse le spectateur, c'est pas celle qui sera choisie, c'est celle qui occupera le film et qui en fin de compte sera délaissée. De sorte que déjà au départ, le spectateur est contre le narrateur. Et c'est précisément cette espèce de porte-à-faux qui m'intéresse. Et dans mes contes Moreau, je voulais une grande variété. Et en particulier, je remarque dans le cinéma, ou même dans la littérature, quand un écrivain fait parler des gens, très souvent ces gens finalement emploient le même langage qui est celui de l'auteur. Et c'est très difficile de changer de langage. Même je crois que c'est presque impossible. À moins d'être Balzac, oui, Balzac y arrive, mais enfin, disons que c'est au prix souvent d'un effort qui est visible, par exemple lorsqu'il fait parler d'une Singen en charabia, etc. Bon, mais c'est tout de même une chose très difficile. Et je pensais que la meilleure façon de le faire, c'était tout simplement, eh bien, de faire sinon du collage, du moins de reprendre les mots que l'employaient les gens. Alors c'est pourquoi, dans mes contes Moreau, dans beaucoup de cas, je me suis servi du langage des gens qui tournaient, de mes interprètes, aussi bien dans La Collectionneuse que dans Le Genou de Claire, avec Aurora, qui est une étrangère et qui emploie son langage, que même dans Manu Chemo un tout petit peu, pour le personnage de Vitesse, qui est le seul qui a collaboré à son texte, qui a revu le texte en fonction de lui-même. Et alors à ce moment-là, j'obtenais un langage qui était un langage d'ailleurs qui est assez ésotérique, un langage d'ailleurs qui ne m'est pas absolument compréhensible. Il y a des mots que je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça signifie, plein d'allusions, mais c'était des gens qui étaient extrêmement difficiles à propos des mots qu'ils employaient et qui n'auraient pas admis que je mette tel mot plutôt qu'un autre. Il y a des mots qui refusaient profondément. Alors, il y a eu même une petite dispute comme ça, une petite discussion toujours, est-ce que ce mot est possible, est-ce qu'il ne l'est pas, etc. Ce qui donne ce côté un peu précieux, effectivement, qui a pu hériter dans La Collectionneuse, mais qui correspond à la vérité des personnages qui sont comme ça. Bon, alors la Collectionneuse, ensuite Manu Chemo, qui a eu un succès. Alors la Collectionneuse a eu un succès aussi. Ouais. Alors c'est relatif, elle a eu un succès. Car elle a passé dans une seule salle, mais elle est restée plus ou moins à l'affiche, et je crois a eu jusqu'à 70 000 entrées, ce qui est même remarquable pour un film qui passe dans une seule salle. Oui. Et le public alors s'est emballé, parce que c'est vraiment le seul film que j'ai fait qui était vraiment à la mode, enfin qui était un peu avant la mode, s'est emballé pour cette nouvelle mode, les cheveux longs, et les jeans, et puis pour Haydée Politov, qui a été très, très aimé par le public, et qui d'ailleurs a été engagé aussitôt après par Marcel Carné dans un film. Oui, et puis il avait un aspect audacieux, comme ça. Oui. Ah oui, ça a plu beaucoup, ça a plu énormément. C'est Rivette qui a fait la photographie d'un de mes films, qui avait été tourné chez André Bazin, qui s'appelait, d'après Edgar Poe, et qui s'appelait Bérénice. Et c'est même lui qui m'a appris le montage. J'étais assez malhabile pour monter mes films de 16 mm, et c'est lui qui a été mon monteur. Mais Bérénice, c'est déjà votre 3e court-métrage. Bon. Vous aviez fait Le Journal d'un scélérat avec Jégoff qui jouait dedans. Oui. Et Charlotte et son non. Oui, effectivement. Il est sorti plus tard. Oui, c'est un film qui est sorti plus tard. C'est un film qui est en 35 mm, mais qui avait été fait avant Bérénice, effectivement. Mais qui n'est sorti, je crois, qu'au Il n'est sorti qu'au moment où j'ai trouvé de l'argent et j'ai pensé qu'étant donné que Godard était devenu célèbre, ce film pouvait être montré. Parce que Godard joue dans ce film.
Oui. Et à ce moment-là, vous faites une série de courts-métrages les uns après les autres. Vous en avez fait beaucoup. Oui, les uns entre après les autres. 50 et... Oui, actuellement, avec le recul, on a l'impression que c'est les uns après les autres, mais vous savez, il y a beaucoup d'intervalles, ça a été extrêmement... Tout cela couvre les années 50. Et si le journal d'un scélérat, film en 16 mm, d'ailleurs qui a été tout à fait inachevé, qui était à moitié une plaisanterie, a été tourné, je crois, en 49-50, Bérénice ne l'a été qu'en 1954, je crois. Et un autre film d'amateur, La Sonate à Kreutzer, l'a été en 1956. Et peu à peu, j'ai eu l'idée d'écrire sur le cinéma. Oui. Et j'ai écrit un article extrêmement long sur le cinéma en couleur. Je m'étais dit, l'avenir du cinéma, c'est la couleur. Enfin, à ce moment-là, les gens étaient très effrayés par l'arrivée de la couleur. Ils disaient, ça sera la fin du cinéma. De même qu'au moment du muet, on disait, le parlant sera la fin du cinéma. Mais je ne connaissais absolument rien au problème technique de la couleur. Mais j'ai fait un article qui considérait certains problèmes esthétiques. Je l'ai perdu. Et d'ailleurs, je crois que j'ai changé complètement d'avis en ce qui concerne la Il est couleur. paru cet article? Non. Alors, cet article, je l'ai présenté à Jean-Georges Auriol, qui était le directeur de la revue du cinéma. Il l'a lu d'ailleurs et m'a dit c'est intéressant, mais enfin la couleur, nous en avons déjà parlé. Effectivement, il y avait un article déjà dans la... si vous me proposez autre chose, je suis prêt à l'accepter. Nous cherchons précisément des articles de théorie générale. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'un article qui s'appelait « Le cinéma, art de l'espace ». Et je crois que toute ma réflexion sur le cinéma est partie précisément de cet article. Mais le fait que vous étiez, théoricien du cinéma, en même temps que fabricant des films, quelle attitude ou quelle position preniez-vous vis-à-vis de la production courante des années 50? Eh bien, une position cette position de mépris que prennent les gens qui sont exclus et qui savent qu'ils ne seront jamais admis. Enfin, c'était ma position et ça a été celle de tous nos admis des cahiers du cinéma. Nous savions que de toute façon, pour forcer les portes de la citadelle cinématographique, eh bien, il fallait prendre l'initiative, il fallait créer notre propre production et que nous n'arriverions jamais à faire du cinéma en suivant la filière. Oui. Et que ceux de nos amis qui essayaient de le faire, eh bien, se heurtaient à des obstacles. Et la profession était extraordinairement fermée. Vous aviez abandonné l'enseignement à ce moment-là, déjà? Non, l'enseignement, je l'ai abandonné comme ça. Si on peut dire, j'ai jamais abandonné complètement, puisque j'ai toujours un pied dans l'université. Mais oui, je suis resté, je suis vraiment resté professeur de lycée jusqu'en 1956. Vous dites qu'il y avait moins de facilité pour les jeunes à l'époque que le cinéma qu'il y a maintenant. Bon, maintenant, il y a quand même une comparaison à faire. Aujourd'hui, on peut bien dire que le cinéma se porte aussi mal qu'il se portait à l'époque des années 50, peut-être encore plus mal. Oui, mais enfin, le cinéma est très différent, parce que la marge a envahi la page, si je puis dire. Avant, il y avait le cinéma commercial, et puis il y avait un cinéma qui n'avait pas droit de citer, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas être projeté, finalement. Ah oui, et même qui était méprisé, qui était même... Oui, mais maintenant, il y a tout le monde, ou presque n'importe qui, a accès à faire du cinéma, mais il n'a pas accès à le montrer à un public ou à le communiquer. Il faut toujours 3 jours quelque part. Avant, ça n'existait même pas. Oui, ça. mais Il y avait un cinéma qui était méprisé même par les amateurs. Même les clubs d'amateurs refusaient ce genre de cinéma, parce que les amateurs cherchaient à imiter le cinéma 35, cherchaient à faire une photo léchée, des trucages, etc. Tandis que maintenant, tout de même, on peut montrer, on peut faire des choses en 8 mm ou en 16 mm, et on trouvera toujours quelques publics. Oui. Et à notre époque, le seul public qui ait eu, je crois, d'ailleurs au début, c'est effectivement ce ciné-club du quartier latin. Il n'y en avait pas d'autres. Mais bon, tout éclate vers la fin des années 50, grâce à des trouvailles techniques qui ont permis de faire des films bon marché. Et alors, le phénomène dit nouvelle vague. Et alors, quand Chabrol parvient à produire son premier film, ou ses 2 premiers films, puisque ça s'est fait dans une envolée, le succès de Truffaut avec son premier film, et puis la presse prenant tout ça, vous qui aviez plus d'expérience
à faire les films. Vous en aviez fait vous en avez fait une dizaine, eux, ils en avaient fait peut-être un ou deux, des courts-métrages. Avez-vous eu des difficultés à monter votre premier film? Non, j'ai pas fait tellement de films. Enfin, j'ai fait effectivement des films en 16 mm et en 35. J'ai celui que j'ai tourné avec Godard qui s'appelait Présentation, oui. Et ensuite un autre qui m'avait été produit par Chabrol. Mais enfin ça, il faut lier celui-ci. En fin de compte, il faut le lier au Signe du Lion parce que c'est une production Chabrol. Oui, j'ai réussi à faire le Signe du Lion grâce à Claude Chabrol. C'est lui qui m'a produit mon film. Et je crois que Gégoff, ils ont prêté son nom pour trouver l'avance puisqu'ils étaient équipe. Donc, quoique Gégoff... Non, Gégoff n'a pas prêté. Non, le nom de Gégoff n'avait aucune... Non, Gégoff m'a aidé, à faire les dialogues. C'est assez complexe. Et je sais que quelqu'un qui connaissait très bien Godard, ayant vu ce film, m'a dit, mais c'est l'histoire de Godard. Je crois que c'est une histoire qui a été celle de nous tous, c'est-à-dire que nous sommes trouvés, tous à un certain moment, soit à Paris, soit ailleurs, dans une situation qui était aussi misérable que celle du Signe du Lion. Bon. Mais le personnage de Gégoff, effectivement, m'a beaucoup marqué, ainsi qu'il a marqué Chabrol, on le retrouve dans les films de Chabrol, et qu'il a marqué Godard, on le retrouve aussi dans les films de Godard, ne serait-ce qu'un peu dans Le Petit Soldat, etc. Bon. Et donc... à un moment même, il avait été question, Chabrol disait, mais il faudrait que ce soit Paul qui joue ce personnage. Moi, je n'étais pas tellement d'accord, j'ai préféré que ce soit Jessan, qui est un acteur américain. Mais il est évident que Paul Gégoff a signé un dialogue. En fait, il a dû vous le dire, mais je n'en sais rien, sa collaboration au dialogue n'a pas été entière. Il a écrit une partie, du dialogue. Oui, effectivement. Très peu. Il a écrit très peu. Nous nous sommes vus pendant une journée, et puis à ce moment-là, je lui ai montré mon dialogue. Il m'a dit, ah, ça, j'aime pas tellement, tu pourrais faire ça, etc. Et c'est tout. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il ne prétend pas au dialogue. Il a dit, que Claude ait employé mon nom à cette époque devant un distributeur pour faciliter les choses, ça c'était une chose, mais il a dit, il a presque rien fait. C'est pas ce qu'il a fait. Mais ce que je dois dire, alors je peux le dire d'ailleurs, c'est un hommage que je lui rends d'ailleurs, c'est que sa personnalité a fortement imprégné un très grand nombre de films de ses amis, Godard, moi-même et... D'où ça vient, cet ascendant qu'il avait comme ça, Gégoff? Parce que... c'est qu'il avait une personnalité très forte. Oui. Mais une personnalité physique ou bien parce qu'il écrivait... Oui, tout point de vue. Oui, je veux dire, à la fois physique, pas ses idées. Non, Godard, c'est pas physique. Godard, c'est pas physique, c'est plutôt les maximes. Il y a des maximes de Gégoff dans Le Petit Soldat. Par exemple, quand Le Petit Soldat dit « Je n'aime pas les pays, le soleil, je préfère la Bretagne », c'est Gégoff. Oui. Ou quand... Oui, c'est-à-dire cet aspect un peu provoquant dans les... Oui, c'est un peu provoquant, c'est ça, paradoxal. Oui. Et alors, chez Chabrol, c'est un peu différent. C'est un peu plus le personnage même. C'est par exemple le personnage de Brialy dans Les Cousins, etc. Est-ce que le film Le Signe du Lion, à sa sortie, a-t-il profité du succès Nouvelle Vague? Le public, quand même, était très ouvert aux films de jeunes ou nouveaux cinéastes, puisque... Si on prend l'âge, vous étiez un peu plus âgé que vos collègues, mais du nouveau cinéaste. Et quelle était la réaction ou quel genre de sortie a eu ce film? Mais il a eu une sortie malheureuse. D'abord, il n'est pas sorti au moment du succès de la Nouvelle Vague. Il est sorti au moment précisément de ce qu'on appelait le reflux, oui, c'est ça, le moment creux, le creux de la vague. En 1962, naïvement, je dis plus par naïveté que par malignité, le nouveau producteur de la maison de Chabrol a pensé qu'en raccourcissant un peu ce film, il serait moins ennuyeux. La musique du Signe du Lion étant une musique moderne, musique dont la tonalité atonale a pu faire mal aux oreilles de beaucoup de gens. Il avait remplacé cette musique par une musique très conventionnelle. C'est la Talente, l'histoire de la Talente. C'est ça, la Talente, c'est ça. Alors, je n'ai pas su, il a fait ça à mon insu, mais heureusement, dans la profession, il y avait des gens qui étaient... Il y a eu des gens qui ont été très honnêtes et qui m'en ont averti. Enfin, j'ai été averti par les gens qui s'occupaient du montage de cette nouvelle version. Alors, à ce moment-là, je suis intervenu comme j'ai pu. Langlois m'a aidé, d'ailleurs, j'ai fait appel à lui,
Et en fin de compte, un accord a été conclu entre moi-même et le producteur, qui est que la version originale serait la seule qui passerait dans les salles. De toute façon, il n'y avait pas une salle de Paris qui aurait pris la version coupée. Mais la Pagode, effectivement, Madame de Caris à la Pagode, a bien voulu prendre la version originale. Et que la version trafiquée, amputée, passerait on ne sait où. Bon. En circuit... Ben, elle a passé, malheureusement, je crois, en Angleterre, je ne sais pas où. Et pourtant, on m'avait promis qu'elle ne passerait pas à l'étranger. Alors, est-ce que cette sortie vous a dû vous donner des grandes difficultés à remonter, à recommencer un autre film, j'imagine? Énorme, puisque à ce moment-là, eh bien, j'ai été obligé de repartir absolument à zéro et de faire des films en 16 mm. C'est-à-dire, en dehors du cinéma commercial, non, le cinéma, ce qu'on appelle théâtral, vous avez fait des trucs en 16, ou est-ce que vous avez produit du 16 pour le cinéma... Non, enfin voilà, après le Signe du Lion, oui, j'étais coulé. Ça m'était très difficile de trouver un producteur. Il y avait un producteur auprès duquel j'étais pistonné, par mes amis, par Godard en particulier, c'était Bourgard. Bon. J'ai essayé de faire quelque chose avec Bourgard, mais Bourgard, à ce moment-là, était en difficulté parce que Le Petit Soldat avait été interdit par la censure et ne sortait pas, de sorte que ça n'a pas abouti avec lui. Je peux vous dire quel sujet je lui ai proposé. Je lui ai proposé une adaptation de Dostoïevski que j'avais appelé, je dis j'avais appelé parce que son titre est souvent différent en français, Une femme douce. Oui. Et ensuite, c'est-à-dire, je m'étais adressé à une autre personne, mais en fin de compte, ce film n'a pas été produit. Parce que, oui, justement, dans votre œuvre, on verra que, bon, il y a les 6 contes moraux, et vous ne reviendrez pas à une adaptation d'une autre œuvre que de l'œuvre de quelqu'un d'autre, un autre auteur, qu'avec Marquise d'O. Oui. Je veux dire que vous êtes rentré dans 6 films qui se sont faits, mais ce sont purement d'auteurs des films à vous, conception à vous, écrits par vous. Et je voudrais voir comment vous êtes arrivé, quelle était la démarche vers ces 6 contes moraux. Oui. Bon, on parle... Alors la démarche est venue des nécessités de la production. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je ne pouvais faire de film qu'amateur de nouveau. Oui, puisque je ne trouvais pas de producteur. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'utiliser des sujets qui étaient des sujets de nouvelles que j'avais essayé d'écrire dans mon extrême jeunesse. Et je me suis aperçu qu'il y avait un thème commun à ces nouvelles, qui d'ailleurs n'était au nombre que de 4. Donc il fallait en ajouter 2 pour en faire 6, car je tenais beaucoup au nombre 6. Y a-t-il une raison pour ça? Non. Nombre 6 oui, enfin, disons que j'ai un peu la superstition des nombres, et que le nombre 6, c'est un nombre que l'on trouve aussi bien chez Virgile que chez Stevenson, qui sont des auteurs que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai repris ces histoires en les transformant complètement, et en même temps, j'en ai ajouté 2. Enfin, il faut dire que la première, j'y avais déjà songé, mais je n'avais pas écrite. J'avais déjà songé comme une nouvelle, c'est la boulangère. La boulangère a été écrite après. Et la dernière, également, je l'ai conçue pour terminer la série. Ça, c'est L'amour l'après-midi. L'amour l'après-midi. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait faire du cinéma en 16 mm. Je me suis demandé pourquoi on employait un format aussi large, qui était extrêmement encombrant, et qu'en fin de compte, on pouvait faire des films à de bien meilleures conditions, en 16, comment ? Synchrone, étant donné que c'était le moment où l'on découvrait le cinéma canadien. Et que nous avons vu beaucoup de films canadiens en 16 mm qui étaient, au point de vue technique, absolument parfaits. Et c'est à ce moment d'ailleurs que Michel Brault également venait en France et tournait avec Rouche, avec cette fameuse caméra Coutan que j'ai vue pour la première fois utilisée par Rouche. Alors je me suis dit pourquoi finalement ne pas faire des films en 16 ? Et effectivement, il s'est trouvé que le 16 avait de gros avantages puisqu'il a fini par s'imposer à la télévision, etc. Mais que le 16 agrandi est plus facile pour la projection.
qu'il y a une difficulté à projeter le 16 mm directement dans les salles, même dans les petites salles. Et en particulier, en ce qui concerne le son également, je crois qu'il y a le son optique. On n'est pas arrivé encore à faire un son optique de même qualité. Projeté en double bande. Oui, mais alors... C'est difficile. Changer les salles. Non, en fait, je crois que si le 16 est projeté avec un appareil parfait, à ce moment-là, il peut être aussi bon que le 35 mm. Mais c'est très difficile d'avoir précisément ces appareils-là. Et en fin de compte, bon, il y a un problème technique, si vous voulez, qui n'a pu être résolu. Bon. Mais s'il est vrai que je n'ai pas, si mon idée, si vous voulez, du cinéma 16 mm l'avenir, qui serait l'avenir du cinéma, était fausse, elle était tout de même vraie en ce qui concerne l'exploitation, elle était tout de même vraie en ce qui concerne le tournage, puisque on a tourné de plus en plus, et on tourne également, beaucoup de films en 16 qu'on a grandi en 35 mm. Oui. Oui. C'est-à-dire, quand Barbet Schroeder a fait Paris et Cupard, c'était un peu pour appliquer mes idées sur le 16 mm. Et nous sommes aperçus que c'était pas possible. Et les gens des laboratoires nous ont dit, mais pourquoi n'agrandissez-vous pas? À ce moment, on ne croyait pas tellement. On disait, agrandir, ça sera pas bon. Et non, au contraire, l'image est souvent améliorée du passage du 16 au 35 mm. Et pourquoi vous n'avez pas continué alors à tourner en 16? Parce que tout de même, le 35 directement, quand on a les moyens, c'est mieux. Il y a une chose très paradoxale dans le cinéma, c'est que le cinéma n'a... Oui, le cinéma, c'est une forme sans contenu. C'est une forme sans contenu. Et il y a une pauvreté d'inspiration au cinéma qui est le vice profond du cinéma. Et moi-même, en tant que cinéaste, c'est peut-être pour ça que je fais du cinéma, j'ai cette pauvreté d'inspiration. Je ne suis pas un auteur, je n'ai pas d'idée. Et d'ailleurs, quand je parle avec mes amis, d'ailleurs, très souvent, ils me disent, eh ben, aussi, j'ai pas d'idée. Et c'est très souvent, d'ailleurs, les gens qui n'ont pas d'idée, qui en fin de compte arrivent à avoir le plus d'idées. Enfin, la naissance de chaque sujet, ou bien c'est du hasard, ou bien c'est le résultat d'une pensée qui est très longue, à s'exprimer. Pas mal. Attends, je vais vous aider. Voilà. Merci. Voilà. Écoute, arrête, tu vas me faire tomber, non? Il y a très peu de films qui soient tirés de scénarios vraiment originaux. Actuellement, il n'y a pas tellement de scénarios originaux, il y en a peut-être plus qu'avant, mais la contrepartie, c'est que ces scénarios manquent de cette espèce de force, d'attrait qu'offrait le cinéma d'autrefois. Autrefois, le cinéma était tiré d'un sujet qui existait préalablement, et c'était des histoires qui étaient palpitantes, qui étaient intéressantes, qui mobilisaient le public. Maintenant, ce sont des pages de journal intime. Et effectivement, ça n'offre pas le même attrait sur le spectateur, quel qu'il soit, même le spectateur le plus raffiné, le plus intellectuel. Mais il tient à quoi ce phénomène? Qu'il n'y ait pas que le scénario de cinéma est plus difficile, ou il n'y en a pas, pourtant des romans. Non, parce qu'il y a une évolution de la littérature, d'une part, enfin du roman. Je veux dire, parce qu'il y a une sorte le roman a quand même été mis en accusation, il a perdu de sa crédibilité, etc. Ben, c'est que je crois qu'il n'y a pas de spécificité cinématographique en ce qui concerne le scénario. Je crois que le cinéma est une forme qui peut habiller la forme romanesque, surtout la forme romanesque, et aussi d'une façon la forme théâtrale. Mais alors que le théâtre est un contenu, le théâtre c'est pas simplement une forme. On peut écrire une pièce de théâtre, ça a un sens. Cette pièce de théâtre, on peut la lire, elle peut être faite pour la lecture. Et c'est pas du tout un roman, ça n'a aucun rapport. Mais on peut pas écrire un scénario, ça n'existe pas en dehors du cinéma. Et d'ailleurs, je crois le scénario et le sujet. Enfin, il y a le sujet c'est un sujet qui peut être exprimé sous une forme à la fois ou bien romanesque ou bien théâtrale. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui traitent leur sujet à la fois des auteurs romanesquement et théâtralement. Bon, par exemple, pour prendre l'exemple également de Marguerite Duras, elle peut à la fois porter à l'écran ses romans et ses pièces de théâtre. Mais alors, le scénario, ce serait précisément l'adaptation cinématographique d'un sujet. C'est une chose un peu différente. Et actuellement, dans la mesure où précisément la forme cinématographique peut être goûtée en tant que telle plus qu'autrefois,
il est évident que les sujets sont moins forts qu'ils n'étaient autrefois, c'est certain. Et c'est peut-être, et moi-même, si j'ai traité ces Comtes Moreau, c'est peut-être pour essayer d'apporter ma contribution, si vous voulez, à cette recherche du sujet. Au moment des Comtes Moreau, comme auparavant, vous aviez une autre activité avant, c'était l'enseignement. Oui. Au moment des Comtes Moreau, vous étiez rédacteur Je en dirais chef des cahiers, c'est-à-dire que je m'occupais de la fabrication des cahiers matériellement. J'étais au bureau tout le temps en permanence, c'est Donc ça. c'était une activité parallèle, le Oui. fait de faire du cinéma. Oui. Je me souviens un jour au cahier, vous étiez avec un fil que vous descendiez dans la cour pour Oui. enregistrer les bruits de restaurants. C'est ça, c'est ça. Mais alors, et la boulangère a permis de faire les autres? Ah oui, ça fait vraiment boule de neige. Parce que la boulangère m'a permis de rencontrer Barbet Schroeder. Barbet Schroeder est un garçon qui tourne dans la boulangère, qui joue le rôle du héros, c'est ça. Et alors lui avait envie de devenir producteur. Vous avez peur qu'on nous voit? Et après la boulangère, il a réussi à trouver de l'argent pour faire le film Paris vu par. Rouge, avec Rouge. Godard, Alors, c'est Romer, moi-même, enfin les gens ont été choisis, c'est moi-même qui ai proposé les cinéastes. Les cinq C'était cinéastes. c'était les gens qui me paraissaient intéressants dans le... Et les gens à aider. On avait d'ailleurs proposé, je crois, à d'autres personnes Mais je qui crois- n'ont pas, en particulier à Jacques Rosier. C'est-à-dire il y avait Qui Chabrol, Douchet. Chabrol. Il y avait Chabrol, Douchet, Jean Rouch, Godard, Jean-Daniel Paulet, dont j'avais beaucoup aimé le film. Attendez, pourvu. Non, c'est. Pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, C'est ça, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et moi-même, ça fait 6 également. C'est pour les- oui. C'est assez- oui. Et alors, paru vu par... Et Paris vu par. Le titre, c'est Paris vu par, Par. Godard, Chabrol, etc. C'est ça. C'est ça. Et alors Schroeder est resté avec vous pour produire les autres, la carrière Oui, alors, de Suzanne, tout Manu ça, c'est- Chémode, etc. Tout ça s'est fait en même temps. Alors pendant que on faisait Paris vu par s'est tourné très lentement. Je crois qu'on a mis 1 an en tout. Les sketchs ont été faits les uns à la suite des autres et on pensait que de toute façon, si on ne pouvait pas faire le film, on arriverait à les vendre ou du moins avoir une prime à la qualité comme court-métrage. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Et alors, j'ai fait le second pendant ce temps-là, La carrière de Suzanne. Alors, ces deux films, La boulangère et La carrière de Suzanne, ont été vendus à la télévision française, grâce à Jean-José Marchand qui les a vus, qui les a aimés et qui les a achetés. Ils sont passés. Et oui, la carrière a passé une fois, oui. Mais la boulangère a passé, je crois, plusieurs fois d'ailleurs. A dû passer 2 fois. La carrière Oui. est passée en 63. Et la carrière a passé. Mais je remarque c'est-à-dire que la boulangère est plus télégénique que la carrière. Je les ai vus tous les deux à la télévision. Et cela nous a rapporté une petite somme d'argent, très faible. Mais enfin, aussi faible que soit cette somme, elle nous a permis d'acheter la pellicule pour la collectionneuse. Il y a une caractéristique, je trouve, commune au Comte Moreau. Enfin, il y a 2 choses. C'est le problème, enfin moi, ce qui me plaît, c'est le problème de l'espace. Oui. C'est-à-dire que vous filmez un espace. Le Comte Moreau, y compris le sketch de Paris vu par. Oui. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve. C'est un espace et c'est finalement difficile de changer de plan et de faire que les gens savent où ils vont, où ils sont par rapport à ce qu'ils ont vu ou à ce qu'ils vont voir. Et le deuxième point, c'est alors ça doit venir c'est l'aspect classique, disons, c'est le discours à l'intérieur du film. Oui. Et qui sont allés en s'accentuant au fur et à mesure que vous faisiez les Comtes Moreau. Dans les premiers, c'est surtout, il y a l'anecdote et l'espace, et puis petit à petit, viennent de se greffer des discussions. Vos films ont une forme littéraire parfois. Oui. Mais effectivement, mes films, mes films filment des conversations. Mais j'avoue que ce n'est pas unique dans les années 60 et que dans les films de mes amis, il y a également des conversations, il me semble. Enfin, elles ne sont peut-être pas présentées tout à fait de la même façon, Oui. mais il y en a, me semble-t-il, aussi chez Godard. Mais dans Un bout de souffle, même, il y a des conversations, effectivement. Oui, bien sûr, il y a des conversations, mais elles sont toujours
Elles sont à un niveau philosophique que les vôtres, autre que celui Oui, que effectivement, d'art. mais en fait, c'est Oui. un esprit commun, je crois. C'est notre esprit commun qui est... autrefois, on disait précisément, le cinéma de qualité des années 50 disait, bon, le cinéma, c'est tout de même... C'est un drame, et on ne peut pas faire, par exemple, de répliques qui soient très longues. Il doit y avoir une sorte de mouvement intérieur dans la... C'est-à-dire que... Oui, est-ce non, qu'il existe un type de phrase qui soit pour le cinéma et un type de phrase qui soit pour la littérature? Voilà. ou pour le théâtre. Le Ou théâtre, pour le théâtre. véhicule peut-être des pensées plus facilement. Tout d'un coup, il y a un cinéma, le cinéma de Romer, qui fait la même chose au cinéma et qui est rare. On ne le voit pas souvent, c'est peut-être pour ça qu'on Oui, mais retrouve... le théâtre, c'est quand même, bon, c'est fait pour être parlé. Je vais vous dire... Oui, justement, mais c'est pour ça que je pose la question. Parce que les dialogues de Platon sont quand même pas faits pour... Voilà, je vais vous dire, non pas ce qui m'a donné l'idée, mais qui m'a encouragé, qui m'a donné la force, si vous voulez, et l'audace de mettre des conversations très longues au cinéma, c'est précisément d'avoir été au cahier du cinéma, journaliste, et d'avoir interviewé des gens de metteurs en scène. Et c'était moi, c'était mon travail, j'ai fait pas mal j'ai vu pas mal de gens, mais c'était moi qui retranscrivais la bande magnétique et qui rédigeait les entretiens. Et ça m'a appris le style parler. J'ai vu comment les gens parlaient. Et j'ai vu qu'ils ne parlaient pas comme on les fait parler dans le roman, style parler, mais qu'ils parlaient d'une façon qui est parfois très écrite, très littéraire, avec des phrases très longues. Ah oui. Oui. Et j'ai essayé de retrouver, ou même j'ai trouvé comme ça tout à fait naturellement, parce que j'avais ça dans l'oreille, j'ai trouvé dans la façon dont j'ai fait parler les gens, disons dans Manu Chemaud, eh bien exactement les tournures de phrases qui étaient les tournures de phrases des gens dont je transcrivais les propos pour les entretiens des cahiers du cinéma. Mais les gens n'ont pas l'habitude, le spectateur n'a pas l'habitude de ça au Si, cinéma. là de plus en plus, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des émissions comme celles que nous avons actuellement, de plus en plus, qui sont des émissions, qui sont des conversations enregistrées. Le magnétophone est entré maintenant dans les mœurs. Et je crois que l'ère de la nouvelle vague, enfin la grande découverte qui patronne, si vous voulez, notre nouvelle vague, c'est pas le 16 mm ni la caméra à la main, tellement c'est plutôt le magnétophone. Mais si je ne lisais pas, je penserais. Et penser, au fond, c'est la chose la plus pénible et la plus accaparante qui soit. Je crois qu'on pense toujours trop. L'important, c'est pas de penser, mais de participer. Un bouquin, ça me fait penser dans une certaine direction qui est celle du bouquin. Ce que je ne veux pas, c'est penser dans ma direction à moi. Je veux me laisser mener. Je veux faire comme l'arabe. Dans la rue, il ressent la rue, tandis que nous, on pense au but. C'est l'arabe qui a dit « 1 est le premier chiffre du nombre qui ne se termine jamais ». Une idée, c'est un flash. On n'a que 3 ou 4 idées vraies dans sa vie. Les gens qui pensent toujours, ça n'existe pas. Regarde les montres molles, par exemple. Oui, c'est ça. Je ne cherche rien. Si je trouve un bouquin, je le lis. Si c'est Rousseau, je lis Rousseau, mais je pourrais tout aussi bien lire Don Quichotte. Et si une fille me tombe dans les bras... Parce que ça a donné une sensibilité à l'oreille des gens. Les gens n'entendent plus la même chose. Les gens avaient une oreille très théâtrale jusque-là. Oui, d'ailleurs, et maintenant, c'est différent. Une des forces des cahiers, c'était effectivement les entretiens qu'il y avait. Oui. Et tout le monde attendait les cahiers parce que il y avait une façon. Tout à coup, on avait l'impression d'entrer en contact avec Renoir, au Fils. Mais comment Et ça se pratiquait, ça se pratiquait pas tellement ailleurs. Ailleurs, Maintenant, si. Maintenant, c'est devenu courant, mais ça rentre très lentement dans les mœurs. Enfin, et beaucoup de journalistes méprisaient, et encore, il y en a encore d'ailleurs, méprisent le magnétophone et refusent et préfèrent prendre des notes. Mais quand au moment de le faire, vous faisiez un pari comme ça en disant ça va marcher, ça va pas marcher. Je pense, quand on fait un film, on pense toujours que ça marchera, mais enfin, je pensais pas que ça marcherait autant. Je pensais qu'il y aurait des difficultés, mais qu'on rentrait dans ses frais. Parce que, quoique ça arrive souvent dans vos films d'avoir la conversation, vous n'en avez pas fait un genre. Parce que, bon, je pense au dernier film, La Marquise d'O. Il y a de la conversation aussi. Il y en a une, et précisément, j'ai filmé une conversation. Je pense que je n'aurais pas osé, qu'un autre adaptateur n'aurait pas osé filmer la conversation qui est extrêmement pénible, d'ailleurs, qui est très dure, qui est très statique, du moment de la demande en mariage du comte. Il l'aurait abrégé. Or, j'ai tenu à ne pas abréger. Et ce qui m'a plu précisément dans Kleist, c'est que tout de même ce sont des conversations. J'avoue que c'est une difficulté, c'est le langage. Mais c'est pas une difficulté insurmontable, car dans ce cas-là, je ferai un peu comme dans La Collectionneuse, et je prendrai des gens
Et je fais le texte d'après la façon dont il s'exprime. J'essaierai pas moi-même de faire parler mes gens, peuple, parce que ça serait artificiel. Et je serais amené à revenir à l'ancienne façon de travailler. Mais est-ce que ces langages de communauté comme ça, ils changent très vite? Ils évoluent très vite, ils se démodent aussi. Oui, ils se démodent. Je veux dire, les langages, bon, ils se démodent évidemment surtout dans les milieux étudiants, dans les milieux comme ça qui bougent, beaucoup. Le milieu ouvrier bouge moins, mais quand même, il a bougé. Alors, est-ce que le cinéma ne va pas supporter les conséquences du vieillissement du langage, comme il supporte les conséquences du vieillissement, je sais pas, les cheveux longs, les cheveux courts. Oui, écoutez, La collectionneuse, c'est un film qui est vraiment fait sur la mode. Je veux dire, du moment que je montrais déjà la mode à une certaine époque, qui maintenant n'est plus exactement la même, de même, leur langage n'est plus exactement le même. Alors, ça sera démodé. Évidemment, c'est un film qui... Mais en fin de compte, je me demande s'il ne vaut pas mieux faire des films qui sont à la mode du jour et qui, en fin de compte, sont représentatifs d'une époque, plutôt des films qui veulent être intemporels et qui, en fin de compte... La règle du jeu, quand on la revoit aujourd'hui, on sait que c'est 39. Alors, notez que c'est un problème qui se pose à moi maintenant. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne suis pas tellement attiré actuellement, comme à un moment, j'étais assez attiré par le langage des gens. Le langage m'intéresse beaucoup. Actuellement, je trouve qu'il y a une certaine... un laisser-aller dans la langue française, enfin, qui me plaît peu. Oui. J'aime bien la langue parlée, mais je trouve que la langue que nous parlons actuellement, et surtout d'ailleurs dans les milieux intellectuels, d'ailleurs, qui parlent, elle me séduit peu. Oui, en particulier, il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'on ne pratique plus l'inversion. Enfin, moi, je la pratique toujours, qu'on dit pourquoi vous faites ça plutôt que pourquoi faites-vous. Ça, j'aime pas. Et j'ai aimé par exemple un film qui est le film d'Eustache, qui se passe dans une époque pourtant très populaire, dans lequel les gens au contraire disent, peut-être parce que c'est méridional aussi, pourquoi faites-vous ceci? C'est très écrit, les films, la langue d'Eustache. Et j'ai aimé ça. Mais cela dit, je trouve que j'ai tort, parce qu'il faut faire parler les gens comme ils parlent, je crois. Alors je m'en tire actuellement en tournant des films qui se passent dans le passé. Quand je reviendrai un jour à l'époque moderne, je ne sais pas quelle sera ma position. C'est peut-être qu'à ce moment-là, la langue aura encore évolué, ou mais actuellement, il y a une sorte de pauvreté extraordinaire de la langue parlée qui est pas très... qui m'inspire pas beaucoup. Et dans tous les dialogues de films, on trouve toujours ces formules. On peut pas dire que les films soient parlés dans une langue artificielle actuellement. Ils sont très proches, je trouve, de la langue parlée, alors qu'ils étaient beaucoup plus artificiels dans les années 50. Mais, en revanche, alors c'est une langue très très pauvre. Les dialogues ne sont pas très intéressants. Mais vous dites, je tourne des films qui se passe dans le passé. De quel film pluriel parlez-vous? Parce que La Marquise 2 et puis ce que je vais faire ensuite. Je voudrais mon prochain film qui se passera au Moyen-Âge. Et après, il est possible également que je fasse un film également situé à une époque ancienne. Quel est votre projet actuel? Mon projet actuel, c'est Perceval d'après Chrétien III, dans une traduction que j'ai faite en vers. Ce sera un film en vers. Ah bon? Oui. Mais en français moderne, ça sera pas... Mais très proche du texte. Et vous le tournez cette année? Je le tournerai tout en studio, oui, mais j'ai des gros problèmes de production, car c'est un film qui coûtera au moins 2 fois plus cher que mes autres films. Et à ce moment-là, j'entre un peu dans les contraintes commerciales que je ne connaissais pas jusqu'ici. Jusqu'ici, j'ai réussi à faire mes films précisément parce qu'ils coûtaient, disons, 2 fois moins cher que tout autre film à luxe et à effet égal. Mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous vous retournez vers le passé? Est-ce qu'il y a une leçon à retirer de certaines œuvres passées ou J'ai toujours rêvé de faire des films sur des œuvres passées, mais je ne pouvais pas. D'abord, il y a ça. Je ne pouvais pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant que j'ai la possibilité d'en avoir, j'en profite. C'est certain. Bon. Il y a une autre raison qui est que, pour le moment, très franchement, je n'ai pas d'idée, je ne vois pas très bien quelle fiction on peut raconter sur l'époque moderne. Et d'ailleurs, quand je vois des films des autres, ça ne me satisfait pas. Je trouve que on reste toujours dans les mêmes sujets, on n'avance pas. Enfin, j'ai l'impression qu'au cinéma, il y a une crise extraordinaire du sujet en ce qui concerne le film moderne quotidien. Et de toute façon, en France, qu'on est allé très loin, et puis que je ne sais pas, on est dans une période une sorte d'impasse. Et vous ne croyez pas que dans le cinéma américain, on a une tendance de traiter le contemporain plus? Dans le cinéma classique américain, oui. Dans le cinéma classique américain, il est évident on sait traiter. On sait même traiter, on peut même prendre un fait divers et puis le traiter sans être
complètement ridicule comme le serait en France. En France, c'est pas Dog Day possible. Afternoon, par exemple, le film de Lumet l'année dernière, qui était un fait divers. Des choses comme ça. Moi, j'ai pas vu, mais enfin, bon, je vois ce que... Enfin, je Oui, sais mais- de parler. Oui, je sais pas si actuellement, il y a toujours la même force qu'autrefois. Je sais pas. Enfin, Non, parce que Mais pourquoi tous les qu'en faits France, divers on ne peut pas le traiter, sont très dramatiques. l'histoire contemporaine? Qu'y a-t-il eu, ou qu'est-ce qu'il y a dans le tempérament? Non, parce que je crois que le cinéma a un côté exemple. Je crois qu'il y a un côté de civilisation. Je crois que la civilisation américaine, à tort ou à raison, est prise comme modèle par la civilisation de tous les pays qui rêvent d'elle. Et à ce moment-là, tout fait américain, apprendre quelque chose, c'est un fait de civilisation qui a un côté didactique. Bon, c'est-à-dire, et à ce moment-là, les gens se mettent à l'imiter. Il y a un côté d'imitation. S'il y a une opération une attaque de banque, gangster, n'importe quoi, eh bien, ça se passe en Amérique, et à ce moment, ça devient exemplaire. Tant que ça se passe ailleurs, à ce moment-là, non. Et puis, il y a d'autres choses, je crois aussi. Enfin, il y a peut-être une tradition, il y a le côté, comment, pragmatique des Américains, des films d'action, etc. Et il est certain que les Français réussissent mieux dans les films qui sont des films psychologiques. Enfin, je veux dire, la fiction, c'est la fiction, la réalité, la réalité. Je veux dire que moi, j'ai pas du tout envie, très franchement, de traiter quelque chose qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, ça se passe, je le vois. Bon, je l'apprends par les journaux. À la rigueur, je peux lire un reportage dessus, mais faire une fiction sur quelque chose qui se passe actuellement, ça me paraît complètement aberrant. Je vois pas. Et alors, je l'accepte de la part des Américains, peut-être parce que, bon, c'est en Amérique. Mais je comprends. Il y a un phénomène là, que je n'arrive pas très bien à saisir, c'est que le présent, pour moi, ne doit pas être l'objet de fiction. Le présent, c'est la réalité. Et les moyens d'information sur la réalité sont tels actuellement que je ne vois pas du tout en quoi la fiction peut y apporter quelque chose. Je me suis posé la question quand le film d'Arthur Penn est sorti il y a 2 ans, quand un des personnages dit « je vais voir un film de Romer », ça se passe à New York, et l'autre, le policier, dit « oh, un film de Romer, c'est comme regarder de la peinture qui sèche ». Et je me suis tout de suite dit « comment est-ce que le réalisateur réagit ?» Je n'ai pas vu, on me l'a dit. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris. En fait, ça veut dire c'est ennuyeux, c'est ça. Il faut attendre. C'est pour le personnage, mais c'est en caractère du personnage. En caractère du personnage. Ah oui, c'est ça. Un détective intellectuel, mais brutal. Je comprends, c'est ça. Je me pose la question, quelle est la réaction? Parce que c'est au fond un commentaire sur votre écriture cinématographique. Mais vous l'avez pas vu, donc... Je l'ai pas vu, mais enfin non, mais enfin j'accepte tout à fait ce jugement. Enfin, effectivement, c'est un film. Ce sont des films de conversation. Et si on ne s'intéresse pas profondément à la conversation, à ce moment-là, on est complètement rejeté du film, c'est évident. Et c'est bien le reproche qu'on m'a fait en me disant, vos films, Manouche et Maud en particulier, est un film, cette conversation de Manouche et Maud intéressera peut-être 3000 personnes. Oui, en fait, non, 30 000, disons. 3 000, c'est trop peu. En fin de compte, il y en a eu presque 300 000. Et ça a étonné tout le monde, et à commencer par moi. Et le film a eu du succès à l'étranger, ainsi que le jeune... Et également, cette conversation qui est en français sur des sujets qui étaient des sujets typiquement français, Pascal, Jean-Céline, etc., eh bien, a intéressé encore plus les anglo-saxons, les nordiques, etc. C'est un peu comme dans tous les autres arts. Il y a, si vous voulez, le grand public et les connaisseurs. Bon, il est évident qu'une bonne œuvre doit être appréciée des connaisseurs, mais je pense, et que le grand public n'aura pas les mêmes critères que les connaisseurs. Mais je pense que même si ce n'est pas conscient chez lui, il le ressent tout de même. Je pense que c'est une qualité cinématographique profonde, enfin, qui seule peut être sentie par les connaisseurs. Eh bien, je pense que le public la sent, lui aussi. Et d'ailleurs, ça a été le cas du cinéma pendant les années de grande prospérité, pendant les années hollywoodiennes. C'était un cinéma qui plaisait au grand public, et puis des connaisseurs, rares connaisseurs d'ailleurs, dans un pays étranger, en France, comme ça. Vous pensez au public l'ont apprécié pour d'autres raisons. Vous, Oui. quand vous écrivez un film, vous faites un film, vous pensez à un public ou à un public déterminé ou... Oui, non, je pense au public et je crois qu'il faut penser au public et bien qu'il y ait des films qui soient méprisants pour le public, que j'ai pu goûter, effectivement, mais enfin moi-même, je pense au public, effectivement. De ce côté. Oui. Je pense au public. à quelqu'un. Et non, je pense au public parce que je pense que de toute façon, mon public est vaste. Et d'ailleurs, je l'ai constaté, est vaste et qu'il y a un nombre très grand de gens qui aimeront mes films, et d'ailleurs qui aimeront mes films pour la bonne raison, d'ailleurs, pas pour la bonne raison. Et mes films ne sont pas assez ésotériques pour ne plaire qu'à quelques rares connaisseurs. Cela dit, je pense aussi qu'il y a des petites choses dans mes films, des subtilités, qui ne plairont qu'à quelques connaisseurs, c'est évident. Bon. Mais enfin, c'est pas pour eux que je fais le film. C'est qu'il n'y a rien tenté qui te vexe. Si je te disais que j'ai couché avec, tu me croirais?
De toi, je croirais tout. Je sais bien que si tu dis oui, ça veut probablement dire non, mais que ça peut aussi vouloir dire oui. Tu es une petite salope sans morale. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ta morale que je suivrai.